Allez, on va démarrer et puis le reste des troupes va nous rejoindre au fur et à mesure. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Voinis, je suis journaliste et je suis ravie vraiment d'être là cet après-midi et de vous accueillir à l'occasion de cette table ronde qui va clôturer donc cette belle journée. On va poursuivre évidemment les discussions entamées depuis ce matin et on va même aller plus loin, puisque la table ronde s'intitule « De la communication, de l'information scientifique », donc à la mise en œuvre sur les territoires et même dans la société civile. Une petite heure de discussion, on va dire, et puis on prendra le temps à l'issue de cette heure de discussion d'ouvrir les questions avec la salle, parce que vous êtes une audience particulièrement active, comme je l'ai remarqué. Les invités de cette table ronde que je vais vous présenter dans un instant sont pour la plupart des scientifiques, mais pas seulement. On a notamment un intervenant qui anime un plan climat à l'échelle territoriale. En tous les cas, ils ont été en contact avec les collectivités territoriales, mais aussi le grand public, à travers ce processus de communication, d'information scientifique en lien toujours avec la question du changement climatique. Alors comment est-ce qu'on met en action les acteurs des collectivités locales et territoriales? Et d'ailleurs, tiens, quelles actions? Quelles difficultés aussi, quels freins? Que fait-on aujourd'hui de ce dernier rapport du GIEC et de ce scénario à 1,5 degré? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mes invités que je vous demande d'accueillir. Je vous présente Catherine Jandel, tout de suite à ma gauche, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Legos de l'OMP. Jean-Michel Soubérou, qui est ingénieur à Météo France. Guillaume Simonet, qui est coordinateur du RECO, réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie. Et puis Julien Fratt, qui est chef de projet climat et énergie pôle territorial de l'Albigeois et Bastide. Et puis on a un invité qui est avec nous, qui n'est pas Virginie Girard, qui est Stéphane Labranche, qui est sociologue indépendant climat, air, énergie et chercheur enseignant associé Pacte et Sciences Po Grenoble, et puis membre du GIEC IPCC 2014. Alors, Stéphane avait un impératif aujourd'hui, il n'a pas pu être présent physiquement. Je lui ai demandé qu'il nous envoie son hologramme, mais c'était un petit peu cher, on explosait le budget. Donc, il a quand même tenu à être présent et à intervenir, on l'en remercie. Il est donc avec nous depuis son hôtel de Grenoble, avec une connexion arrangée par les techniciens, nos 2 techniciens du centre de conférence de Météo France. Merci à eux. Stéphane, vous êtes bien avec nous, vous nous entendez ? Je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez aussi. Eh bien, c'est magnifique. Vous allez rester donc avec nous pendant toute la durée de cette table ronde, puisque vous incombera la lourde tâche de la conclure, on va dire, en nous apportant votre point de vue, en prenant de la hauteur avec votre délicieux accent québécois. Vous allez nous faire le wrap-up, comme on dit aux États-Unis et au Canada. À tout à l'heure, Stéphane. Je suis tout oui. Allez. Sans plus attendre, alors petit rappel synthétique, même si vous en avez beaucoup parlé depuis ce matin, ce dernier rapport du GIEC, vous l'avez évoqué, rapport très alarmant, ça n'est pas un scoop, on s'en doutait, c'est en quelque sorte le temps du dernier sursaut. Le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Montée des eaux, fonte du pergélisol, vague de chaleur océanique. Ce dernier rapport sur les océans et la cryosphère détaille les conséquences de la fonte des glaces et du réchauffement des océans. Vous en parlez depuis ce matin. Je voudrais qu'on démarre, honneur aux femmes, ladies first, avec Catherine Jandel. Emparez-vous donc d'un micro, Catherine. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, je l'ai dit, au laboratoire Legos de l'OMP. Le Legos est allumé. C'est le laboratoire d'études en géophysique et océanie spatiale, et l'OMP, l'Observatoire Midi-Pyrénées. Vous traitez ce problème dont on parle dans sa globalité, vous êtes en quelque sorte une généraliste du climat, et vous êtes surtout l'initiatrice de l'idée du train du climat. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est ce train du climat? Le projet n'est pas mort, il peut être relancé en 2020? Ça, on posera la question à Serge, parce qu'il est plus au courant que moi, de là où ça en est. Alors, bonjour d'abord à toutes et à tous, et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, oui, je vais essayer de brosser très rapidement l'histoire du train du climat. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est comment naissent les idées. Et en début 2014, on discutait avec une collègue et on s'est aperçu qu'il y aurait 3 conférences, une à Marseille, une à Lyon, une à Paris en 2015, avec 3 sujets différents, et qu'en faire une 4e à Toulouse, ça serait un peu vain, et surtout, ça serait très désordre, parce que tout le monde viendrait en avion. Donc, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à y aller en train. Donc c'est comme ça que l'idée est venue, en fait, en mangeant, etc. Et dans les quelques heures qui ont suivi, donc moi j'étais à table avec cette collègue, dans les quelques heures qui ont suivi, j'ai contacté 2 collègues que je savais suffisamment fous pour s'embarquer dans cette entreprise qui a été folle.
Donc c'est Serge Planton qui est ici et Christophe Cassou qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Et tous les trois, avec 4 personnes, dont Béatrice Corc et 3 autres personnes qui nous ont considérablement aidés sur le plan technique, on a monté cette aventure. Alors, je passe entre début 2014 et octobre 2015 où nous avons tourné en France sur nos hauts, nos bas de morale et les difficultés qu'on a eu à monter ce train. Il a tourné, on a pu visiter, donc on a tourné, notre idée initiale c'était d'aller dans les territoires, le plus possible dans les territoires, avec une exposition à bord d'un train pour parler du changement climatique, la variabilité naturelle du climat, le rôle de l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer si on fait rien? Et dans une dernière voiture, les solutions. Donc c'est ce qu'on a fait, on a monté cette exposition et après on est parti. Alors on voulait pas aller au départ à Paris, mais on nous a dit si vous voulez des ministres et des journalistes, il faudra bien que vous passiez par Paris. Donc on a commencé par là. Puis après, en fait, on a fait en France 19 villes. On a été vus par 23 000 visiteurs qui sont passés dans le train et dont 1100 décideurs et 3500 élèves. De tout niveau. Et donc je passe sur les villes. Il y a des villes dans lesquelles, de façon très très surprenante, on a eu 1500 à 1700 visiteurs alors que c'était des petites villes, et puis d'autres dans lesquelles ça a moins bien marché. Souvent c'est les plus grosses villes dans lesquelles ça a moins bien marché. Mais globalement, quand même, on a été très très bien perçus, tellement que l'année suivante, les Marocains, qui avaient aussi à Marrakech, donc ont fait un train aussi, où ils ont invité 3 d'entre nous. Donc on a eu le plaisir chacun une semaine de tourner dans le train du Maroc. Et puis l'année d'après, on avait déjà commencé à travailler sur un train régional, c'est-à-dire un TER qui a été aménagé par la SNCF, essentiellement, qui est devenu un gros partenaire, assez convaincu de cette opération Train du Climat. Malheureusement, et ça je pense que beaucoup de gens ne le savent pas dans la salle, quand on roule sur un sillon de chemin de fer, on paye environ, enfin on paye, pas moi, hein, mais à travers le billet, si on paye. Donc la SNCF paye 25 € du kilomètre, et nous aussi, le Train du Climat, on paye les 25 €. Et c'est une moyenne, hein, il y a des fois c'est 40 € du kilomètre, ça dépend si le sillon est stratégique ou pas. Et donc ça, c'est un petit peu comme si, quand vous roulez sur une départementale ou vous roulez sur une autoroute. C'est-à-dire vous avez payé la départementale avec vos impôts et vous repayez pour le sillon. C'est pour ça que les billets de train sont si chers d'ailleurs. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à faire d'ailleurs sur le développement durable, de mieux financer le transport ferroviaire. Donc c'est cher et c'est trop cher pour l'instant. Et donc récemment, Guillaume Pépi a été séduit par le train parce qu'il a eu une magnifique visite par Serge Planton. Mais il va partir et puis on ne sait pas trop ce que ça va donner. On sait que la SNCF a envie et le train existe, il est en gare à Villeneuve-Saint-Georges, il est gardé, il a une très belle exposition à bord, on l'a refaite. C'est un TER, donc c'est plus la même logique, on vit plus à bord, mais on peut pas savoir aujourd'hui ce que va vouloir la SNCF, si ce n'est qu'elle a envie qu'on refasse un Tour de France en ciblant les jeunes et l'éducation. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une portée pédagogique, évidemment, on croise les doigts. Catherine, vous avez été élue à la région, donc vous voyez, vous, les 2 côtés des choses. Quel est votre sentiment à vous sur cette appropriation des messages des scientifiques vers les élus? Quand on a préparé cette table ronde, on m'avait dit ça va mieux, mais quand même, que diriez-vous, qu'il y a une ignorance, une méconnaissance du sujet? Alors ça va mieux et on l'a vu aujourd'hui avec quand même l'exposé sur la région à énergie positive. On voit bien qu'il y a une prise de conscience. Mon mandat, donc c'est pour poser le décor, c'était entre 2010 et 2015 et j'avais en responsabilité, j'étais la présidente de l'Agence régionale de l'innovation. Ce qui a été une grande chance, j'ai beaucoup aimé ce mandat parce que je me suis retrouvée, moi, chercheuse des petits éléments en trace au fond de l'océan, donc pas tellement séduisant pour les grandes entreprises ni les petites. Je me suis retrouvée confrontée au milieu de l'entreprise et donc et de la question des marchés, enfin des choses qui ont été discutées aujourd'hui. Les élus. Alors déjà, les élus, une assemblée de collectivités, malheureusement bien souvent, est rarement constituée, enfin il y a très peu de scientifiques dedans. Donc du coup, ça bloque un peu la connaissance de base.
des questions de société aujourd'hui, qui est nécessaire pour traiter les questions de société aujourd'hui, les enjeux énergétiques, les enjeux de réchauffement climatique, parce que le background, s'il est souvent politique, juridique, ou des gens qui viennent de milieux un petit peu divers, mais c'est sur 91, pendant mon mandat, on était 2 chercheuses. Donc ça fait pas beaucoup. Et c'est vrai que les scientifiques s'investissent quand même pas souvent beaucoup dans la politique. Ceci dit, c'était une expérience très intéressante et j'ai pu mesurer effectivement ce qu'on appelle l'acculturation. Mais c'est pas méchant quand on dit ça, mais c'est un manque terrible et il est nécessaire de travailler sur cette acculturation des décideurs, d'où l'importance du train. Tous les jours, on rencontrait des décideurs et qui étaient à la fois des patrons et puis des élus. Et beaucoup d'entre eux nous disaient, mais on n'imaginait absolument pas ce que vous nous racontez, c'était ça. Donc on avait vraiment besoin de passer ce message pour aider à la prise de conscience, pour aider à la mise en place de nouveaux dispositifs. Et donc c'est une éducation, on en a déjà parlé dans cette journée, qui se fait à tous les niveaux, une formation qui doit se faire à tous les niveaux, du plus jeune, mais à la limite, les enfants, quand je vais dans les classes, ils réagissent très très bien, ils ont déjà entendu et compris beaucoup de choses, aux politiques les plus, on va dire, qui ont fait un certain nombre de mandats avec une logique donnée et qui ont beaucoup de mal à changer de ce logiciel, Mais et souvent productiviste. pourquoi, selon vous, un tel décalage encore aujourd'hui entre ce monde politique et scientifique? C'est quoi? C'est le langage des scientifiques qui est trop complexe? On va en reparler, mais comment vous l'analysez? Je pense que c'est beaucoup dû au recrutement des élus. Les gens qui s'intéressent à la politique dans ce pays viennent rarement du milieu scientifique. C'est beaucoup ça, ça manque. Enfin, et on le constate, j'ai discuté avec des collègues américains, j'ai discuté avec des collègues, c'est constaté partout. Souvent, ce sont des formations, ou journalistes, ou même des gens qui, dans leur village, non mais pas que, mais si vous voulez, est-ce que Martin est dans la salle? Il était journaliste, Martin Malvy. Est-ce que et c'est aussi, ça peut être aussi la personne. Vous avez des bouchers, vous avez des gens, des citoyens, mais il y a très très peu de scientifiques. Et donc du coup, pour aller irriguer, raconter, convaincre que les enjeux sont très importants et cultiver les autres, il faut passer par d'autres biais. Moi, je vais vous donner un exemple. Pendant 6 ans, je me suis dit, il faudrait que je fasse une conférence grand public à l'Assemblée régionale. Ah ouais, mais j'avais l'étiquette EELV. Donc du coup, on dit si elle le fait, c'est parce qu'elle va faire de la propagande. Mais absolument pas. Je suis chercheuse. Donc c'était très très compliqué comme situation d'avoir à parler de ça. Avant de passer la parole à Jean-Michel Soubeyraud, on m'avait dit ça va mieux. Alors qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'avez-vous vu On changer? en a eu des exemples aujourd'hui quand même. Avec les plans climat, avec ce que l'on a entendu de la région, c'est quand même très très sur la prise bonne de voie. conscience alors. Il y a besoin d'indicateurs, il y a besoin de trajectoires, il y a besoin de contrôler. On sait que ça va être très très dur, mais ça change même douloureusement, et je ne suis pas encore complètement convaincue des changements dans les grosses entreprises dont on a parlé, mais je pense qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui s'opèrent. Les On va océans, passer. on ne parle pas des océans. On avait dit qu'on parlait des océans. On va revenir à vous. On va revenir à vous. Dans un instant, je voudrais qu'on fasse un premier tour de table, Catherine, avec Jean-Michel Soubeyraud. Bonjour. Donc Météo France, scientifique adjoint à la direction de la climatologie et des services climatiques de Météo France. Alors, vous avez cette volonté de diffuser les informations pour qu'elles soient utilisables, notamment au niveau national. J'aimerais d'ailleurs qu'on parle du projet DRIAS, terminé en 2012, entamé en 2012. C'est un portail d'accès. Expliquez-nous. Oui, donc c'est une action qui est déjà un petit peu ancienne, puisque donc c'est pas commencé en 2012, c'est terminé en 2012. Oui, c'est ce que voilà. Mais donc DRIAS était tout à fait essentiel, puisque ça visait à mettre à disposition des utilisateurs, des collectivités, de l'ensemble des données des projections climatiques régionalisées pour la France, donc pour commencer à travailler sur l'adaptation. Et donc jusqu'en 2012, c'était des données qui étaient élaborées par la recherche et qui restaient ensuite souvent dans les laboratoires et qui n'étaient pas utilisables directement pour l'action. Donc c'était l'objet de ce projet qui était porté par le ministère donc entre 2010 et 2012 de mettre à disposition ces données. Alors depuis 2012, ce portail, alors c'est un portail partenarial aussi, c'est important de le dire, c'est pas que Météo France, c'est Météo France, mais aussi les autres laboratoires qui travaillent sur le climat en France, notamment l'Institut de physique Simon Laplace et puis le CERFAX. Et donc voilà, donc mettre à disposition ces données.
Et ensuite, donc voilà, depuis 2012, c'était pour dire qu'il y avait eu beaucoup d'évolutions, de mises à jour et que c'était un travail continu. La recherche avance, on a vu donc chaque fois tous ces exercices du GIEC, il y a beaucoup de modélisation derrière, et donc il y a des jeux de données énormes. Et voilà, donc nous on est dans cette mise à disposition de l'information au fur et à mesure. Alors mise à disposition, mais pour qui? À qui s'adresse ce portail? Donc les données sont libres d'accès et gratuites. Et donc la question c'est l'accompagnement. Parce que donc c'est pas parce qu'il y a un portail qui est libre d'accès que pour autant ces données vont être utilisées. Donc dès le départ, il avait été mis en place un comité des utilisateurs pour essayer de réfléchir justement aux besoins des utilisateurs, à la façon de présenter les données. C'est des données, mais c'est aussi un accompagnement donc, pour expliquer ce que sont que les projections climatiques, décrire les métadonnées des différents jeux de données. C'est quand même terriblement compliqué. Enfin, on a vu ce matin, moi je crois, donc, la grande expertise des travaux du GIEC, mais on voit aussi la difficulté de toute cette complexité des jeux de données. Donc tout ça, il faut l'accompagner. Et puis ce qu'on a rajouté aussi au fur et à mesure, c'est les diagnostics. Parce que donc, quelque part, on a besoin d'avoir les messages et de comprendre finalement donc, ce que disent les données et comment est-ce qu'on doit les utiliser. Je crois que c'était peut-être quelque chose qu'on n'avait pas encore fait suffisamment au début. Et donc ça a donné lieu à une autre application, donc Climat HD. Donc elle tourne dans le hall d'entrée. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez, en venant, vous la verrez en sortant. Et donc, elle donne des diagnostics à l'échelle régionale, le passé, le futur. Et donc, voilà. Donc, elle ancre finalement donc, le territoire et l'acteur dans cette dynamique du changement climatique. Donc, c'est un moyen d'enrichir ce portail DRIAS et de le rendre toujours plus utile, de le rendre toujours plus actif. Et le portail DRIAS, il a vocation à être pérenne et à être au fur et à mesure enrichi des nouveaux jeux de données. Donc, un exercice de GIEC est terminé, le prochain est déjà engagé. Donc, on n'a pas fini d'avoir des jeux de données sur le climat et toujours plus précis, on gagne en résolution, on gagne sur des nouveaux paramètres. Donc voilà, donc nous on vise une évolution majeure en début d'année prochaine, donc avec de nouveaux scénarios. C'est des scénarios de référence pour l'adaptation. Il faut aussi peut-être tenir compte aussi de l'atténuation, ce qu'on ne faisait pas nous spécialement dans des jeux de données. Ils étaient très orientés adaptation, mais on se rend compte, voilà. Donc il faut présenter chaque fois l'information différente et en discuter avec les utilisateurs parce que c'est eux qui disent ce dont ils ont besoin. Le portail DRIAS. Donc, Jean-Michel Soubirous, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot, parce que vous êtes par ailleurs un spécialiste des questions de sécheresse. Alors, on vit, pas aujourd'hui, mais globalement, depuis quelque temps, une période de sécheresse apparemment comparable à celle de 1973, dans le sud-ouest. Quid de la ressource en eau? Un petit mot quand même là-dessus? Oui, donc on avait eu un projet qui s'appelait ClimSec, là, qui avait étudié les sécheresses en climat futur et qui avait mis en évidence cette aggravation des sécheresses des sols. Et donc peut-être aujourd'hui, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué spécialement, c'est l'eau. Et pour autant, elle est tout à fait essentielle, peut-être. Essentielle à la fois sur l'adaptation, comment la région s'adapte à ses activités qui sont beaucoup liées à l'eau, mais sur l'atténuation aussi. On a parlé beaucoup d'usage des sols, on a parlé beaucoup de forêts, de cultures pour stocker le carbone. Oui, mais avec quelle eau? On a parlé de rafraîchir la ville. Est-ce qu'on a suffisamment d'eau pour le faire? Donc je pense que tout ça, ça mérite quand même d'être regardé. Et la question de la ressource en eau en Occitanie, c'est sûrement un élément déterminant. Et la façon dont on va gérer, économiser cette ressource et regarder ce qu'il est possible de faire. Donc on n'est pas dans des ressources infinies. En tout cas, je ne le crois pas. Et voilà. Et donc sur ce, il va y avoir des choix à faire. Et donc peut-être l'eau est sûrement cruciale en Occitanie. Et alors, on parle de ce scénario à 1,5 degré, mais vous parlez du scénario à 4 degrés. Vous dites on y va tout droit. Ça, on l'a dit aujourd'hui. Hein, et après, donc, nous, ce qu'on va avoir comme accompagnement vis-à-vis des collectivités, c'est de distinguer, d'expliquer les différences en Occitanie entre un scénario à 1,5 et un scénario à 4. Donc, on a vu les projections aujourd'hui, donc les engagements des pays. On va plutôt sur un scénario entre 3 et 4 degrés. Alors, si on regarde ce que ça veut dire sur la région Occitanie, parce que ce qui est important, c'est d'amener cette information sur les activités régionales. Donc, si on prend sur par exemple, le tourisme hivernal. Donc aujourd'hui, on est à 1 degré. Alors c'est pas 1 degré de réchauffement sur la région Occitanie, c'est 1 degré planétaire, on va dire. Mais si on rajoute encore un demi-degré planétaire, on rajoute 1 degré en fait, nous sur la région Occitanie. Et c'est en termes de durée de l'enneigement dans les Pyrénées, c'est 20 jours de moins. 20 jours de moins d'enneigement au niveau de l'altitude des stations de ski. Mais si on fait 4 degrés, en fait, on se retrouve à avoir la disparition d'un enneigement continu dans les Pyrénées. Voilà, ça peut être ça l'illustration. Si on le fait sur la ressource en eau, c'est voilà. De toute manière, donc, il y a cette phase d'adaptation qui est indispensable. On a déjà 3 mois, on va dire, de sécheresse classiquement en Occitanie.
Donc le 1 degré 5, le rapport 1 degré 5, ça voudrait dire que de toute manière, on va rajouter encore sûrement au moins 15 jours supplémentaires. Mais si on va à 4 degrés, on va faire x2 par rapport à la sécheresse actuelle. Donc on aura 6 mois au lieu de 3 mois de sol où on aurait besoin d'irriguer. Certes, mais je vous renvoie sur mon point précédent, je ne suis pas sûr qu'on ait toute l'eau pour le faire. On va revenir à vous dans un instant, mais j'aimerais qu'on passe la parole à Guillaume Simonet, qui est coordinateur du RECO. Un mot de RECO, pour ceux qui ne connaissent pas, réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie, initié il y a 2 ans, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le RECO? Qu'est-ce que cet OVNI, on va dire? C'est une organisation frontière sur les changements climatiques. Des organisations frontières, c'est quoi? Ce sont des organisations qui agissent à l'interface de plusieurs mondes. Là, dans ce cas-là, c'est entre le monde de la recherche et le monde, on va dire, des acteurs territoriaux. Il en existe déjà dans le monde. En 1997, il y en a un qui s'est créé en Angleterre, j'allais dire en Europe, mais on ne sait plus trop là si c'est en Europe ou pas. Bon, en Angleterre. Si on saura un jour d'ailleurs. Voilà, il y en a eu un autre maintenant qui fait office d'exemple primordial, c'est Ouranos au Québec, parce que vous avez un deuxième Canadien en fait sur la table ronde en fait. Et donc c'est à partir de cette expérience, parce que j'ai eu la chance d'évoluer à Ouranos pendant 7 ans, d'essayer de reproduire ça à l'échelle de la région Occitanie. En partant de 3 constats, déjà. Sur les connaissances scientifiques, comme vient de le dire Jean-Michel, il y a de la connaissance scientifique, il y en a plein en fait, il y en a déjà plein, mais il y en a beaucoup qui sont poussiéreuses, quoi. C'est-à-dire qui sont sur les tablettes, qui restent, on va dire, dans des articles qui sont lus uniquement par les pairs, etc., ou qui sont dans un langage pas forcément compréhensible pour tout le monde. Donc l'idée, c'est d'accompagner justement ce transfert de connaissances vers une certaine vulgarisation, vers les acteurs territoriaux. Mais l'interface se joue dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a des réalités à l'échelle locale que les scientifiques doivent prendre connaissance. Et là, c'est tout l'intérêt des connaissances sciences humaines et sociales, dont on parle un peu moins dès qu'on parle de changement climatique, mais il faut se rappeler quand même que le GIEC, il y a 3 tomes. Hein. Il y a le tome 1, effectivement, sur les bases physiques, etc., mais il y a le tome 2 sur l'adaptation, le tome 3 sur la mitigation. Il y a énormément de connaissances interdisciplinaires. Par exemple, en 2014, pour la première fois, dans le tome 2, il y avait tout un paragraphe sur la psychologie du changement. Donc ça, ce sont des connaissances véritablement scientifiques. Donc le but, c'est d'essayer de rejoindre ces personnes-là sous différents outils. Et alors vous lancez d'ailleurs aujourd'hui un nouvel outil qui s'appelle CACO, c'est ça? Voilà, exactement. Un mot sur ce nouvel outil? Alors voilà, justement. alors on est en phase de test, on va le lancer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc l'idée, c'est que sur le site internet du RECO, on met à disposition un outil cartographique qui va rassembler toutes les initiatives qui sont faites par les acteurs du territoire de la région Occitanie, y compris les scientifiques, sous forme de fiches synthétisées pour obliger à vulgariser, pour que ça soit accessible au maximum de personnes, et pour montrer que d'abord il y a plein de choses qui se font, pour commencer le maillage justement entre les acteurs territoriaux et le monde scientifique, et pour surtout valoriser et diffuser toute cette information. C'est quoi? C'est un outil de référencement en ligne, c'est ça? C'est un outil de référencement en ligne, exactement, où on va favoriser d'abord, dans un premier temps, l'auto-remplissage en ligne, mais après, nous, on va essayer d'assurer une sorte d'accompagnement à travers, donc en contactant directement les personnes ou les nœuds de réseau, parfois, qui ont des projets, etc., pour les accompagner dans ce remplissage de ces fiches en ligne. Alors, c'est à destination des élus, des politiques, mais encore faut-il qu'ils s'en servent, qu'ils le consultent? Alors, je ne suis pas sûr que les élus consultent ça. Par contre, la personne, par exemple, comme Julien Fratt, va sûrement être très intéressée. C'est-à-dire les chargés de mission climat avec lesquels j'ai beaucoup travaillé dans mon ancienne vie de chercheur sur le terrain, s'arrachent parfois les cheveux quand il s'agit, de définir ce que c'est l'adaptation, qui est encore mal connu. Maintenant, ça a beaucoup évolué. On l'a vu tout à l'heure. On n'est plus sur la simple protection. On parle plutôt de réorganisation. Et en fait, derrière la question, c'est un projet de territoire qu'il y a derrière. Donc, ce sont vraiment de grosses questions qu'un chargé de mission n'a pas forcément, on va dire, ni le temps, ni les ressources, ni l'expertise, ni les moyens d'accompagner et de traduire ça dans un plan climat. Donc l'idée, c'est vraiment de synthétiser au maximum l'information, que ce soit de la donnée quantitative, jusqu'à aller effectivement vers de l'accompagnement personnalisé, pourquoi pas, ou au moins de faire rencontrer, en plus c'est marrant, je suis placé au milieu justement du monde scientifique et du monde des acteurs territoriaux, mais de faire rencontrer pour qu'on arrive à uniformiser un petit peu les langages, les concepts, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi les attentes, etc., etc. Et pour donc favoriser l'action sur le terrain. Oui, vous vous dites qu'il faut véritablement aujourd'hui arriver à arrimer ces 2 mondes, c'est essentiel.
Voilà, il faut arriver à arrimer ces demandes pour arriver, et le mot a été dit tout à l'heure, j'étais content qu'il ait été dit, pour arriver à transformer. Je pense que là, quand on parle d'adaptation, maintenant, le mot qu'on devrait avoir, et ça a été souligné encore une fois dans le GIEC en 2014, on parle d'adaptation transformationnelle. Voilà, c'est le mot-clé transformation. On n'est plus simplement sur de la digue, hein, sur de la protection, sur un bouclier. C'est pour ça que ça a été vu, cette notion, comme vraiment une notion défaitiste. Maintenant, non, on est vraiment sur de l'opportunité, sur de la transformation de territoire. Et donc, il faudrait arriver à arrimer tous ces mondes, parce qu'en fait, tout est là. Hein, tout est sur la table et en gros, il manque que les convives autour de la table. Alors, on va parler dans un instant du collectif à Climatera, mais j'aimerais effectivement qu'on passe la parole à Julien Fratt, qui est chef de projet climat-énergie, pôle territorial de l'Albigeois et Bastide. Alors, un mot du PCAET, en 2 mots, ses missions, peut-être, un rappel ? Alors oui, alors ça a déjà été un petit peu abordé, mais un plan climat, c'est effectivement voilà, un temps dans la vie d'un territoire pour essayer de se poser des questions en termes d'enjeux énergie, climat, adaptation, qualité de l'air même, puisque le A de PCAET c'est la qualité de l'air, de regarder un petit peu ses forces, ses faiblesses et qu'est-ce que l'on a, on va dire, en réserve pour pouvoir agir peut-être plus fortement que ce que l'on faisait dans le passé sur ces enjeux. Voilà, pour faire simple. Alors, vous témoignez, Julien, concrètement cet après-midi sur les actions existantes qui s'appuient sur une réflexion autour de la question de la mise en action d'une grande diversité d'acteurs. C'est en quelque sorte un retour d'expérience d'une collectivité volontaire que vous allez nous faire là. Première question, comment on s'organise dans les collectivités ? Alors voilà, déjà un plan climat, c'est vrai que le législateur il a donné un petit peu comme rôle aux communautés de communes, qui sont donc les structures, les collectivités qui doivent mettre en place ces démarches, en tout cas pour certaines d'entre elles, puisqu'il y a un seuil de 20 000 habitants qui rend obligatoire cette démarche. Pour toutes les collectivités inférieures, ce n'est pas obligatoire. Mais donc le législateur a décidé de rendre ces collectivités chefs de file de la transition de leur territoire. Et donc ça pose la question effectivement de s'organiser. Ça pose la question de s'organiser en interne, c'est-à-dire est-ce que j'ai les compétences pour jouer ce rôle de chef de file, et si je les ai pas, quelles compétences je dois acquérir ou vers qui je dois me retourner pour pouvoir jouer ce rôle. Ça pose la question de la gouvernance, et c'est vrai que la question de la participation citoyenne, la participation des acteurs est interrogée, parce que puisqu'on parle de transformation des territoires, c'est pas que les collectivités qui ont la possibilité de transformer leur territoire, mais c'est aussi tous ceux qui y vivent et tous les acteurs. Et puis ça pose tout simplement aussi la question de qu'est-ce qu'on entend tous ensemble par projet de territoire, et qu'est-ce qu'on est prêt, où est-ce qu'on veut tous aller dans cette question. Donc la question de l'organisation, elle est importante. Sur mon territoire qui regroupe 5 communautés de communes, donc il y a 4 communautés de communes qui sont rentrées dans une démarche volontaire, donc qui n'avaient pas les 20 000... une population de 20 000 habitants qui rendait obligatoire la mise en place de ce plan climat, et il y avait une collectivité obligatoire. Et il faut savoir qu'il y a eu des recrutements dans les collectivités, dans des petites communautés de communes. J'ai 2 communautés de communes de moins de 5 000 habitants. Et il y a eu des recrutements spéciaux chargés de mission plan climat pour que justement ils puissent acquérir une compétence et surtout pouvoir suivre toutes les dynamiques de leur territoire que va générer, je l'espère, le plan climat. Autre question, quid de la recherche de coopération entre acteurs publics et privés pour être plus ambitieux dans vos projets de transition énergétique ? Alors en fait voilà, c'est vrai qu'on s'est beaucoup questionné au niveau du pôle sur quelle devait être la plus-value de ce plan climat, parce que ça fait depuis 2010 que l'on travaille sur des actions territoriales en matière d'énergie et de climat, qui étaient plutôt portées par le pôle. Aujourd'hui elles seront davantage portées par les collectivités. Et comme beaucoup de territoires, j'ai beaucoup d'homologues, on va dire, dans la salle. Voilà, on a essayé d'équiper les toitures publiques de photovoltaïque, fait des rénovations de bâtiments publics, d'encourager la rénovation de l'habitat. Mais on se rend bien compte que malgré toutes ces actions, c'est quand même quelques gouttes d'eau dans tout ce qu'il y aurait à faire, et surtout, ça pèse pas très lourd finalement quand on regarde le bilan. Donc la question qu'on s'est posée, c'est, puisqu'on doit avoir ce rôle de chef de file, la collectivité doit faire, mais elle ne fera pas tout. Et comment on fait pour que d'autres fassent sur le territoire? Et ça pose la question de, effectivement, comment on arrive à mobiliser nos habitants, nos citoyens. Nous, sur le territoire, 70% de la facture énergétique, c'est les ménages. Donc si les ménages se
sont pas prêts à se mobiliser si on n'arrive pas à travailler avec nos citoyens, quelque part, ça sera déjà un échec. Et puis, on a tous les acteurs économiques qui sont là aussi, soit investis dans le domaine de la transition. On a parlé des agriculteurs, mais nous, on travaille beaucoup avec les entreprises du bâtiment, par exemple, pour essayer de trouver des nouvelles formes de coopération. Et au-delà de la transition énergétique, je pense que un des intérêts, en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur mon territoire avec ces plans climat, c'est d'essayer de trouver de nouvelles formes de développement en fait territorial qui recherchent davantage de coopération avec les citoyens entre eux, et davantage de coopération surtout avec les acteurs économiques qui sont aussi des acteurs de la transition. On va reparler de la mobilisation citoyenne, mais avant ça, le pôle vient de créer une coopération sur la rénovation énergétique qui s'appelle REHAB. Rehab. Voilà, Rehab pour rénovation énergétique de l'habitat ou rénovation énergétique de l'habitat de l'Albigeois et des Bastides. Bon, voilà, on peut qui associe donc entreprises du bâtiment, acteurs privés, institutionnels. Voilà, c'est ce que je disais. C'est vrai que sur, par exemple, le thème de l'habitat, on s'est rendu compte, on avait mis en place une plateforme, on a mis en place des OPH, mais on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment de rénovations performantes qui sortent. On voit bien que la problématique de l'adaptation de ces habitats avec le climat que l'on aura ou que l'on a déjà, elle n'est pas prise en compte, les questions de santé avec la qualité de l'air intérieur, etc. Et du coup, la question qu'on s'est dit, c'est que est-ce que finalement, tel que l'on conçoit aujourd'hui la rénovation, tel qu'on est organisé pour rénover, c'est pertinent ou pas? Et ça permet de répondre aux enjeux. Et nous, on a apporté une réponse qui était plutôt à la négative, en se disant que si effectivement les propriétaires devait avoir 36 000 acteurs à contacter pour les questions financières, techniques, de suivi de ceci, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a essayé de faire émerger, et elle vient d'être créée en juin dernier, avec les entreprises du territoire, les entreprises du bâtiment, avec les collectivités, avec les fédérations des bâtiments, avec la CAPEB, avec tout un ensemble d'acteurs de l'énergie du bâtiment, une coopérative qui nous réunit tous au sein d'une société dont l'intérêt collectif, c'est la rénovation globale performante de nos habitations. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, on puisse proposer aux particuliers un accompagnement unique, voire même une certaine forme de maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire que le propriétaire, on lui propose différents scénarios, on travaille un montage financier avec des partenaires comme bien sûr l'AREC et tout la dynamique qui est en cours sur le tiers financement, mais avec bien sûr tous les autres partenaires financiers qu'il peut y avoir, et on propose une solution clé en main aux particuliers avec nos entreprises locales que l'on accompagne pour monter en compétences et pour réaliser dans de bonnes conditions ces rénovations. Un dernier mot, Julien, sur la mobilisation de la société civile, parce que vous encouragez, on l'a compris, les initiatives citoyennes. On peut parler de Bouge ton climat en quelques mots ? Oui, ça fait écho un petit peu à ce qui a été déjà évoqué. C'est que voilà, si on veut que les habitants mettent en œuvre et se bougent pour le climat, d'où bouge son climat, il faut qu'on leur montre effectivement ce qu'ils peuvent faire. Et on a tout un petit réseau de citoyens qui se sont pris au jeu d'essayer d'identifier ces initiatives ponctuelles, collectives, emblématiques ou que sais-je, et qu'ils organisent régulièrement des visites de ces initiatives pour que des propriétaires puissent parler à d'autres propriétaires volontaires, pour qu'un petit collectif qui a mis en place un poulailler collectif puisse parler à un autre petit collectif de leur expérience, etc., etc. Et donc c'est tout le but de ce petit réseau qui pour l'instant démarre, mais avec l'intérêt d'essayer d'être vraiment ancré sur des réalités et surtout de créer du lien. Et ça, je pense que c'est un message fort, c'est le collectif, les liens entre acteurs, les liens entre nous, c'est certainement un des leviers puissants qu'on n'a pas encore assez actionné pour ces transitions. Et cette dynamique du coup de Bouge ton climat interpelle les élus qui se disent mais si nos citoyens sont prêts à se mettre en place, il faut qu'aussi on les accompagne. Et on est en train de réfléchir par exemple à la création d'un fonds de transition énergétique qui permettra, lorsque des initiatives collectives ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer, ont besoin d'un accompagnement pour définir un petit peu plus précisément le projet, et trouver une réponse auprès de leur collectivité, que ce soit financière ou en termes d'accompagnement. Jean-Michel Soubérou, un mot sur les PCAET, parce que vous siégez également dans ce comité de suivi des PCAET. Vous êtes chargé d'apporter notamment le regard des scientifiques et vous êtes en contact direct avec ces acteurs à l'échelle des territoires. Est-ce que vous diriez que ces PCAET qui mettent en place à l'échelle des territoires et des pays, qui se mettent en place, est-ce qu'elles traduisent bien l'information scientifique selon vous ?
Moi je suis impliqué dans la mission régionale de l'autorité environnementale, qui est amenée à donner des avis sur les PCAET de la région Occitanie, et donc avec un travail qui est réalisé par l'Adréal, et on vient en appui de ce qu'a fait l'Adréal pour valider. Et alors on est dans une phase aujourd'hui d'élaboration de ces PCAET en région Occitanie, donc il y en a à peu près la moitié qui ont dû être réalisés, donc c'est un travail considérable. Je crois qu'on a pu voir quand même aujourd'hui, on a eu quelques exemples, donc on voit toute la complexité et tout le travail qui est réalisé, et donc notamment en termes de diagnostic et d'analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Alors moi je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de sujets là-dessus, et en tout cas moi dans ce que j'ai vu dans les PCAET, on a des PCAET qui analysent très bien la situation du point de vue climatique. Donc je pense que ce côté-là, faire passer le message de là où on en est du changement climatique en Occitanie et là où on va, moi je pense que le message il est passé auprès des acteurs et des élus. Alors je pense que le sujet il va être plutôt, on a eu des stratégies. Alors là aussi on a vu des stratégies très ambitieuses, donc là je pense que c'est pas la peine d'en rajouter sur la stratégie. Et puis par contre on a des actions, et donc là c'est encore un peu neuf, peut-être. C'est encore un peu timide. Voilà. Alors je pense que c'est encore un petit peu neuf pour juger de ces actions si elles vont porter leurs fruits, et donc il y a une véritable difficulté. Moi j'entends complètement ce que dit le Julien, quoi. Ensuite voilà, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui ces actions elles vont entraîner à la fois les différents acteurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les différentes entreprises, et donc ça c'est une question à mon avis qui nous concerne tous, hein, et ce pari il est loin d'être gagné. Avant de nous entendre, Catherine, parce que je vois, vous avez envie de parler, je sais. Je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure, mais juste, j'aimerais revenir à vous, Monsieur Simonet, pour dire un mot de Acclimatera, parce que vous mettez en place pour la région Occitanie l'équivalent de ce collectif Acclimatera, qui est un collectif de scientifiques qui font de l'expertise à la demande de collectivités publiques, et plus largement qui essayent de diffuser les connaissances des enjeux des changements climatiques avec les impacts spécifiques à chaque région. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. L'initiative du RECO vient en cohérence un petit peu avec l'émergence de ces groupes un peu partout en région. Il se trouve que Acclimatera a bénéficié, on va dire, d'un appui direct de la région Nouvelle-Aquitaine, mais surtout avec le portage de Hervé Le Treut, qui vient de Bordeaux en fait, donc depuis à peu près je crois 2013, quelque chose comme ça, et de l'autre côté en région PACA il y a l'équivalent aussi qui s'appelle le GREC Sud, voilà, donc il manquait quelque chose au milieu, d'où l'existence du RECO. Voilà, on est en communication permanente avec Acclimatera et le GREC Sud parce qu'on voudrait porter le message, surtout le porter à l'échelle de l'ONERC, du ministère de l'Environnement, de montrer qu'il existe de telles initiatives qui mériteraient à un moment donné un soutien, non pas forcément financier, mais une reconnaissance. Voilà. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, pas que d'ailleurs avec ces groupes-là, avec plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'était sur le monde de la science. Le monde de la science est quand même en train, c'est pas un monde uni, je veux dire, c'est une organisation comme une autre. Il y a absolument plein de scientifiques, plein de disciplines, etc. Et c'est de gros enjeux. Et ce monde scientifique est en train d'essayer de se repositionner quand même par rapport à ses mandats. Est-ce que seulement ils doivent fournir de la donnée et terminer de manière dite objective, ou bien à un moment donné se positionner sur, comment dire, étant plus militant. Voilà, un petit côté militant. Et donc je voudrais souligner. Vous voulez parler d'Atécopole? Voilà, dis donc, vous lisez dans mes pensées, c'est formidable. J'ai bien fait le job. Voilà, il y a une initiative qui mérite d'être soulignée qui s'appelle l'atelier d'écologie politique, qui a émergé à l'université de Toulouse Jean Jaurès, et qui incite, enfin ce sont des chercheurs qui se posent la question, qui ont entamé un travail de réflexivité sur leurs pratiques de recherche et la cohérence qu'il y a avec la situation écologique, climatique, etc. Et ça, c'est en train de s'essaimer. Ça va en totale convergence avec, je sais pas moi, les discours de Greta, enfin je veux dire, tout ce qui se passe en ce moment, tout le monde est en train d'essayer de se remettre en question, etc. Et ça, c'est de bon augure. C'est vraiment des choses très très importantes à souligner là-dessus. Donc le monde scientifique est aussi en mutation, et c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, les perches sont maintenant à tirer et à prendre de part et d'autre entre les acteurs. Ça fait partie aussi du rôle du scientifique, cette partie peut-être militantisme, aujourd'hui, en 2019-2020.
Je pense que chaque scientifique doit se poser la question. Après, chacun a sa propre position, et c'est ça qui fait débat. Et bon, je ne pense pas qu'il y ait, d'élan à dire un scientifique doit être comme ça. Mais par contre, un scientifique qui devient un peu plus militant, maintenant, je pense qu'il a l'occasion de le faire, de le dire, de s'exprimer, et après tout, après, c'est son choix. Il porte une certaine responsabilité peut-être. Il porte une responsabilité. Ouais. Il n'empêche que quand il arrive au contact des acteurs territoriaux, il a aussi avec lui une certaine crédibilité. Je veux dire, quand on remet en question, par exemple, les rapports du GIEC, alors qu'il y a des milliers de scientifiques, des milliers d'heures de travail derrière, des milliers de méthodologies, etc., qui sont remises en question, c'est que les gens ne comprennent pas en fait ce que c'est que la science. La science, c'est quelque chose vraiment de fin, je dirais, et de solide. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont un peu frustrées de Alors c'est intéressant, avec je vous coupe, c'est intéressant ce que vous dites, les gens ne comprennent pas ce qu'est la science. Est-ce que ça veut dire que le discours des scientifiques est toujours peu pédagogique? On se met assez peu à la portée du grand public. Je pense qu'on est tous d'accord. Je veux dire, tout à l'heure, on l'a vu, il y a un scientifique qui était là qui disait, enfin c'est dans les deux sens, qui disait c'est quoi un plus, c'est quoi un SCOT. Alors déjà, il y a une méconnaissance d'une certaine réalité locale. Et de l'autre côté, quand on présente, moi, quand je fais des interventions, par exemple, je ne présente aucune courbe, parce que les courbes, des fois, ça veut rien dire. Je préfère travailler avec des photos, des situations, etc. Donc, je pense que le monde scientifique est tout à fait conscient de l'effort qu'il y a à faire, de vulgarisation pour arriver à dépasser ça, mais aussi dépasser leurs propres frustrations, parce qu'ils sont là et disent mais je comprends pas, j'ai écrit un super article que j'ai publié dans Nature, la méthodologie impeccable, personne n'en tient compte, je ne comprends pas. Oui, il y a un fossé qu'il faut combler, et donc voilà, l'Eureco, il y a aussi des médiations qui sont là pour ça, pour tisser des passerelles, pour que tout le monde arrive à se comprendre. Mais encore une fois, c'est dans les deux sens, hein, c'est ça qui est important. Catherine, votre sentiment par rapport à ce qui a été dit, et puis je voudrais qu'on revienne sur, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit aussi qu'il y a un piège économique dont on ne parle pas non plus toujours. On est dans une société productiviste, il y a le piège des indicateurs justement aussi. Alors oui, plusieurs choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Les laboratoires se fédèrent aussi autour de Labo 1.5, qui est un mouvement national pour le coup, qui est plus large que la Técopole, et qui vise aussi à faire l'inventaire de ce que l'on émet comme gaz à effet de serre dans nos pratiques, à la fois les transports, mais les simulations climatiques et les campagnes de terrain. Enfin, on prend tout en compte, et c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. Par rapport aussi aux courbes, c'est quelque chose qui nous a fait sourire, Serge et moi, parce que dans la construction du train, on a fortement résisté à ce qui est trop de courbes, et donc il y en avait très très peu en fait, puisque Guillaume aussi était un des scientifiques. J'ai oublié de dire au départ on était 3 chercheurs et 4 personnes qui nous ont aidés à construire ce train à Toulouse, mais en fait on a entraîné avec nous 42 personnes qui ont assuré, et qui étaient tous des scientifiques, et qui ont assuré une présence sur le train de dialogue avec le public. Le public étant de toutes sortes, comme je l'ai signalé. Et je pense que ça, c'était très très important, parce qu'on a entendu plus d'une fois « Ah mais vous êtes chercheur ? Ah mais c'est fantastique que vous soyez là, dans le train, dans la gare, etc. » Donc je pense que c'est une démarche qui était vraiment importante, et le fait qu'il n'y ait pas de courbe, et qu'on ait beaucoup basé la pédagogie sur des objets et des choses que l'on racontait nous, ça permettait des cartes, etc. Ça permettait de bien passer les messages et de pas trop les complexifier. Les indicateurs et le monde économique aujourd'hui, qui est un monde piège, bien on le voit, je pense, à peu près à tous les niveaux. Les grandes entreprises, elles vont d'un côté dire on fait un effort, et de l'autre elles vont aller faire du lobby en disant attention, sinon on ferme, vous avez 200 000 chômeurs, 300 000 chômeurs, etc. Donc on est dans un monde qui doit se transformer. Ça a été dit, ça a été redit, c'est une société globale qui doit changer. Et aujourd'hui, on doit on mesure. Alors, il y a le PIB, puis il y a tous les indicateurs, vous savez. C'est extraordinaire. On a des étoiles partout, des classements partout. Il faut toujours être le meilleur. Les régions sont dans une logique de compétition les unes par rapport aux autres. Donc l'Eureco, lui, il y a un dialogue entre les 3, mais il n'y a pas forcément de dialogue entre les 3 régions sur le plan de la subsidiarité, de la redistribution. Alors je dis ces 3-là au sud, elles ont toutes le soleil, ou presque, toutes du vent. Mais quand on va monter plus au nord, il faudra probablement aller apporter, donc ça a été très très bien souligné par Christian, dans son exposé, il y a besoin de se parler au niveau national, et il n'y a pas forcément ce travail-là qui est fait. Et donc on est dans une économie qui fonctionne
à la guerre de la compétitivité, à la guerre des indicateurs, avec un productivisme qui enferme, je pense vraiment, l'élu dans des contradictions et qu'il faut arriver à en sortir. Et ça nécessite à la fois ce côté pédagogique, éducation. J'aime pas le mot pédagogique parce qu'on a l'impression que les gens ils savent rien. Mais le côté éducation dans le sens bien prendre conscience des enjeux et de la difficulté de mettre en place les actions. Et ça a été très bien dit par notre collègue. Les actions, c'est encore un autre pas par rapport aux enjeux. Quand on commence à réaliser ce qu'il va falloir faire, c'est compliqué. Alors justement, sur le plan des actions, on le sait, on l'a dit, hein, vous êtes impliquée dans ces questions, parce que vous avez été directrice de l'agence de l'innovation, Madélie à l'époque, Ad-Hoc aujourd'hui. Présidente, hein, parce que le directeur, il travaillait 10 fois plus que moi. Instance qui était déjà dans le concret, vous êtes notamment beaucoup intéressée à la question de l'hydrogène. Est-ce que la région de l'Occitanie, vous diriez qu'elle se démarque? Et si oui, comment? Est-ce qu'elle va aller plus loin que la neutralité carbone ou / climatique, comme l'a dit Christian Couturier tout à l'heure? Ça lui a été fortement recommandé. Oui. En tout cas. Je ne sais pas si elle va le faire, mais ça lui a été fortement. Comment est-ce que notre région se démarque? Bon, il y a une bascule réelle entre le précédent mandat et celui-là, c'est clair, sur un engagement, sur des transformations. C'est vrai que j'ai été contente de voir l'hydrogène apparaître, mais un petit peu déçue de voir que c'était une toute petite partie, mais ça ne demande qu'à progresser. Et c'est vrai qu'il y a le terrain ici, en recherche, entre les laboratoires toulousains et des mines d'Albi. Et en industrie, il y a pas mal d'industriels qui se sont appropriés la question de l'hydrogène, à la fois sur le stockage, à la fois sur les mobilités. Il y a encore des obstacles qui sont toujours reliés à ces fichus métaux extrêmement rares qui sont nécessaires pour les batteries, qui sont donc les matériaux en fait. Donc il y a encore de la recherche à faire. Mais pour faire simple, l'hydrogène, on prend de l'eau, de la vapeur d'eau, et on rejette de la vapeur d'eau. Donc on est quand même avec un processus et qui amène de l'énergie ou qui stocke de l'énergie qui est quand même assez vertueux. Voilà. Avec quand même, il faut regarder le cycle de vie complet comme pour tous les processus. Mais c'est bien de voir que ça se met en place et qu'on est sur l'autoroute de l'hydrogène européenne. Qui va des pays du Nord en passant par Rodez, par Albi et par Toulouse, et puis après qui part en Espagne. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on soit là et qu'on soit dans ce schéma-là parce que ça inscrit une volonté d'aller de l'avant sur une molécule, je crois beaucoup, j'aime pas du tout ce mot-là. Non, je suis convaincue que la molécule d'hydrogène est une molécule qui est très porteuse d'avenir. Voilà. Alors, le temps passe très vite. Je voudrais qu'on rejoigne Stéphane Labranche dans quelques secondes. Mais Catherine, juste un mot sur les océans, quand même, la situation des océans. Vous êtes alors, on en a ça vous tient à cœur? Ou très peu parlé aujourd'hui, alors que le dernier rapport, il était spécial océan. Très rapide. Alors, très rapide, c'est facile. On les surexploite. Alors, c'est une source, les 3/4 de la surface de la planète, c'est une source nourricière incroyable et on est en train, les signaux d'alarme, c'est que 90% des espèces commerciales sont actuellement épuisées ou sub-épuisées. On envisage de les surexploiter aussi pour les ressources minérales, puisqu'on veut des métaux précieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on les chauffe. On les chauffe, donc ça veut dire qu'on les dilate. Vous savez, 90% des énergies qui ont été émises par l'humanité depuis le début de l'ère industrielle, c'est stocké dans l'océan. Cette chaleur est stockée dans l'océan. Donc c'est un espèce de dinosaure qui, quand il va se réveiller, la circulation change, et on le mesure déjà, et ça participe à la montée du niveau de la mer avec la fonte des glaces continentales. On les prend pour une poubelle. Alors on parle beaucoup des microplastiques, mais il y a aussi les sels nutritifs qui vont générer des zones mortes, comme dans le golfe du Mexique, ou de la développement d'algues invasives, comme par exemple en Bretagne et sur les côtes du nord de la France. Ces algues vertes, elles étouffent tout, elles mettent en danger la biodiversité, etc. Ces zones mortes aussi, c'est une mise en danger de la biodiversité. On les acidifie. Alors ça, on en parle aussi beaucoup trop peu à mon avis. Le gaz carbonique, quand il se dissout dans l'eau, donc si vous prenez une bouteille d'eau naturelle, non gazeuse comme ça, et que vous mettez du gaz carbonique dedans, l'eau va être légèrement acidifiée. Qui dit acidification dit mise en danger des calcaires. Parce que si vous voulez nettoyer une cafetière entartrée, vous allez mettre du vinaigre dedans. Mais là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est en train d'impacter toutes les espèces calcaires qui vivent à la surface de la mer. C'est des algues. C'est des organismes qui broutent les algues, et puis ce sont des huîtres, ce sont des moules. Il y a des régions du monde, par exemple la Californie, l'Oregon, où
l'ostréiculture s'est effondrée à cause de l'acidification. Donc on est en train de mettre en danger une véritable manne nourricière. Donc la biodiversité est impactée et cette menace, c'est presque 2 milliards d'êtres humains qui sont concernés par cette menace, dont nous. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se bouge aussi autour de la mer. La Méditerranée a été déclarée par l'Ifremer comme la plus polluée d'Europe, donc a priori probablement une des plus polluées du monde. Et la Méditerranée, c'est la nôtre. On est coincé entre deux mers ici. Il faut réellement qu'on se motive sur l'océan. Donc là, bon, c'est la parole d'une océanographe qui connaît la situation, hein, mais je vous invite vraiment à vous pencher sur ce dernier rapport qui n'est pas vraiment encourageant et qui demande que qu'est-ce qu'on fait? Il faut que la meilleure des molécules de carbone, de CO2, c'est celle qu'on va laisser dans le sol, parce qu'une grosse partie des problèmes de l'océan viennent quand même de ces émissions de gaz carbonique. Et on va retrouver tout de suite Stéphane Labranche, justement, sur cette question de la mise en action de tous. Vous êtes avec nous, Stéphane, de Grenoble. Super. Oui, oui. Je rappelle que vous êtes sociologue indépendant climat, air, énergie. Vous êtes chercheur enseignant associé Pacte et Sciences Po Grenoble et membre du GIEC IPCC 2014. Alors, vous incombe la tâche de conclure entre guillemets cette table ronde. On va prendre de la hauteur. Vous réfléchissez, vous, à la façon de mobiliser le grand public sur toutes ces questions et vous dites une chose essentielle, Stéphane, vous dites que pour mobiliser, il faut qu'il y ait un effet de satisfaction, que ça soit gratifiant. Or, on le sait bien, la difficulté lorsqu'on parle de changement climatique, et on l'a dit autour de cette table ronde, c'est qu'on ne peut ni voir, ni mesurer l'impact de notre action immédiatement. Ça se verra peut-être, mais à long terme. Si j'arrête de prendre l'avion, c'est pas pour ça que je vais faire changer le cours des choses. Mes efforts vont être quasiment noyés parce que je suis 1 sur 7 milliards d'êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a plusieurs choses. Ça me renvoie un petit peu à plusieurs thèmes là, dont j'ai entendu parler. Pour moi, il y a une question de traduction en fait entre tout d'abord la science et les pratiques. Et je vais prendre quelques exemples parce que je veux que vous réalisiez que essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est dans sa cuisine en train de cuisiner avec 2 gamins. Ok? Donc là, on n'est pas en mode recherche, on est dans mode hyper pratique, pragmatique et quotidien. Et donc, en fait, on reçoit ce rapport du GIEC qui est publicisé un peu partout, c'est du 1.5. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui va faire un autre boulot, qui est enseignant dans une école ou qui travaille pour une ville, etc. Donc, un des problèmes, en fait, c'est de dire 1.5, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire grand-chose, en fait, dans mon quotidien. Qu'il fasse 1.5 degrés de plus chaud ou de plus froid, bon, je vais peut-être mettre un pull à la différence, comme j'ai fait tout à l'heure parce que j'avais froid dans ma chambre d'hôtel, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, pour moi, il y a une première difficulté de transformer des données qui sont scientifiques en qu'est-ce que ça veut dire au quotidien. Ça, c'est une première chose. Mais les avoir traduites en quotidien, ça veut aussi dire, comment est-ce qu'on peut les traduire en suggestions de pratique? Et donc, le problème, c'est de se faire dire 1.5, il faut l'éviter. Oui, certes, mais quand je cuisine, ça veut dire quoi? Quand je fais de ma mobilité au quotidien, ça veut dire quoi? Donc, c'est une première chose pour moi qu'il faut vraiment faire attention quand on essaie de justement communiquer auprès du public. Deuxième chose, quand on parle des données du GIEC, on a tendance dans les discours et dans les conférences publiques ou scientifiques d'ailleurs, à se dire, le GIEC nous dit ça, instance internationale, nous donne des chiffres internationaux et globaux, et ensuite il faut les décliner au niveau du territorial. Je suis même pas sûr que ce soit pertinent en fait. Je pense qu'une partie des travaux du GIEC et du fait que c'est global et international a une réelle pertinence pour des mesures internationales entre des pays, que ce soit une taxe carbone internationale ou des programmes de coopération interpays, pourquoi pas. Mais quand on parle du territorial, voire qu'on parle des ménages dans leurs maisons, dans leurs apparts, la pertinence, je le vois du GIEC, sauf pour donner les grandes tendances de ce qui va se passer, je la vois pas trop. Et c'est pour ça qu'il faut pour moi ancrer complètement dans le quotidien des gens ce que ça veut dire tout ça. Et je reviens un peu à la question des données climatiques utilisables. C'est ce qu'il faut faire par utilisable, c'est qu'il faut que ça soit compréhensible, certes, mais aussi utilisable. C'est comment je le fais pour le transformer en pratique. Tout ceci, en fait, rentre en conflit, en confrontation, d'une certaine manière, avec le fait que je reviens à ces fameux plans air, énergie,
climat, dans lequel on a l'énergie, on a l'adaptation, on a la qualité de l'air, on a le climat. Le problème fait que pour un ménage ou pour un individu, c'est que la question d'énergie et la question de l'air, la qualité de l'air, ne renvoient pas nécessairement aux mêmes intérêts et aux mêmes préoccupations. Alors, la qualité de l'air, c'est un peu plus évident parce que c'est la santé, je suis asthmatique, etc. Mais n'empêche que quand on regarde, j'ai fait plusieurs enquêtes sur la qualité de l'air, et les gens qui sont asthmatiques et qui ont des problèmes de santé respiratoire ne sont en fait pas mieux informés que la population normale sur la question de qualité de l'air et de pollution. Est-ce qu'ils font plus attention? Oui. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont pas mieux informés, mais qu'ils prennent quand même des précautions qui sont quand même meilleures que qu'une partie de la majorité de la population, de toute manière. Alors, ça pose pour moi une dernière question, c'est justement cette question de l'information. De l'information, est-ce qu'elle peut être transformée, traduite donc en pratique? Est-ce on doit tous devenir des experts du climat pour agir de manière climatique correcte? Deuxième chose pour moi qui m'intéresse là-dedans, c'est de dire en fait, quand je fais des analyses, j'ai une trentaine de projets de recherche en sociologie avec des entretiens semi-directifs, je rencontre des gens, je pose des questions dans les grandes enquêtes, par Internet ou par téléphone. Et en fait, on se rend compte que dans leurs interactions avec l'environnement, les gens, en fait, ont vraiment plusieurs manières d'aborder l'environnement. Et je vous donne juste quelques exemples, mais une chose qui est assez évidente, c'est que quand on interroge les gens sur pourquoi ils utilisent le vélo plutôt que la voiture, il y a rarement un changement climatique qui émerge, il y a rarement des questions d'environnement. À la rigueur, les jours où c'est plus pollué, les gens vont utiliser plus leur voiture parce qu'ils vont avoir l'impression, ces journées-là de pic de pollution, qu'ils vont être mieux protégés dans la voiture que sur le vélo, ce qui augmente le problème, bien entendu. Et donc, l'idée là-dedans, c'est de dire, bon, dans les représentations des gens, s'ils utilisent leur vélo parce que c'est plaisant, parce qu'ils aiment bien, parce que c'est du sport, parce qu'ils aiment la sensation du vélo, et qu'on leur parle de climat, en fait, on leur parle dans une langue étrangère qu'ils ne comprennent pas. Et pour que ça capte, pour que ça résonne à l'intérieur des gens, il faut leur parler leur langage, il faut que ça résonne. Et donc, plutôt, j'ai souvent comme préconisation pour dire oui, il faut parler de changement climatique pour améliorer les niveaux de connaissance, les représentations, mais pour faire changer les pratiques, il faut parler d'autre chose. Il faut parler de plaisir, il faut parler de nouveautés. Beaucoup de gens aiment bien l'innovation, notamment technologique. Il faut parler santé, il faut parler lien social, il faut parler partage, mais il ne faut pas nécessairement parler de changement climatique. Ça veut dire que les campagnes Pardon Stéphane, les campagnes de sensibilisation, ça ne sert pas à grand-chose finalement, en tous les cas pas dans la forme qu'elles ont aujourd'hui. Oui, c'est un petit débat que j'ai avec l'ADEME qui par ailleurs finance beaucoup de mes projets, donc ils entendent le message, mais c'est de dire que il faut plutôt modifier ses objectifs quand on fait une campagne de sensibilisation. Si l'objectif c'est de dire grâce à la campagne de sensibilisation sur le climat, je vais changer les pratiques, là pour moi, j'ai plusieurs recherches qui montrent qu'en fait on se gourre. Mais si on veut améliorer les représentations, et si on veut améliorer les niveaux de connaissances et amener les gens à comprendre pourquoi il y a des actions, pourquoi il y a des politiques publiques, pourquoi il y a des programmes d'accompagnement, ben là, oui, ça marche mieux. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que la sensibilisation et l'information en soi, sur le climat, sur d'autres sujets, je ne sais pas. Ça marche pas très bien pour les changements de pratiques. Mais si vous voulez amener des changements de pratiques, alors là, il y a une autre méthode qui peut être utilisée, et c'est l'accompagnement. Vous voulez améliorer, vous voulez aider les gens à manger moins de viande, ben, il faut surtout leur fournir, en fait, des bons livres de recettes végétariennes. Pas leur dire, il faut arrêter de manger de la viande parce que c'est pas bon pour la santé. Stéphane, on va ouvrir le dialogue avec la salle tout de suite, mais une dernière question. Vous avez assisté aux échanges depuis le début de cette table ronde. Quel est votre sentiment, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir peut-être? Oui. Ben, moi, je travaille là-dessus. J'ai commencé en 2005 en termes de sociologie du climat. J'étais le premier en France. Et donc, en 14, presque 15 ans maintenant, je vois beaucoup d'évolution dans les pratiques des chercheurs qui tentent justement de vulgariser et de rendre beaucoup plus accessible et peut-être plus opérationnel aussi leur langage. Et c'est une chose qu'on voyait pas beaucoup il y a quelques années et que là, je vois en émergence. Je vois aussi sur les questions de climat, d'énergie, puis on en a parlé tout à l'heure, de plus en plus justement de
de deux lieux, d'organismes, d'institutions qui veulent faire le lien entre la recherche, la politique publique, voire des associations aussi, qui tentent en fait de faire changer les choses parce qu'on se rend compte que la science ne suffit pas et qu'il faut plus que ça, puis qu'il faut des méthodes de traduction. Donc je reviens à cette idée de base de traduction. Et donc ça, je le vois. Ce que je constate aussi, mais ça c'est parmi mes étudiants de Sciences Po, c'est que depuis 10 ans, il y a une augmentation régulière une amélioration de la compréhension, de la connaissance du changement climatique au niveau scientifique, mais aussi de ce que ça veut dire pour la société. Et ce qui est un peu étrange, et je termine avec ça, c'est que cette amélioration de la connaissance des impacts du changement climatique, de sa vitesse, de son ampleur, vient avec une radicalisation générale des étudiants qui se disent, en fait, ça va pas assez vite, et donc, il faut des politiques publiques beaucoup plus contraignantes, plus autoritaires. On aimerait bien croire, c'est ce que mes étudiants disent, on aimerait bien croire que la démocratie fonctionne pour l'environnement, mais on dirait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils sont souvent pris entre des chaises à la fois d'urgence climatique et d'impératif aussi et de nécessité de la démocratie. En tous les cas, ce seront eux les élus de demain, Catherine, c'est ce que vous dites, donc on peut peut-être leur faire un peu confiance. Merci Stéphane, restez avec nous. Je voudrais qu'on vous donne la parole dans la salle. Vous avez certainement beaucoup de questions, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Un micro va circuler comme tout à l'heure. On poursuit les discussions avec nos intervenants. Alors, il y a... Je vais le faire circuler vers le haut, le micro, parce qu'on m'a fait le reproche tout à l'heure. Le jeune homme qui est au 3e rang a levé la main en tout premier lieu. Oui, Prums, il a dit Prums. Merci à vous. Et bonjour et merci pour ces échanges. Et globalement, merci pour les interventions de la journée. Moi, ce que je retiens de la matinée, du début d'après-midi, c'est on connaît les faits, voilà, on sait tous ces scénarios, on sait ce qu'on doit faire. Et je me posais la question, mais il y a déjà des personnes qui font des choses, en fait. Des citoyens, plein de petits projets, et j'ai été rassuré de voir avec le réseau RECO ou vous dans la Libigeois, il y a cette organisation qui se passe, et parce qu'on parle on va prévoir de faire telle planification, tel objectif, telle fiche action, mais on n'est pas sûr que ça marche. Il va forcément y avoir des problèmes, d'où l'agilité de tous ces projets-là. On suit des indicateurs, mais les indicateurs sont parfois biaisés, enferment, comme vous le disiez, dans une logique de compétitivité. Et j'ai envie de dire, faisons peut-être confiance aux projets qui sont déjà là, et si on comprend comment est-ce qu'ils sont nés, quels problèmes ils ont eu, pour s'en servir comme inspiration et développer, émailler tous ces projets-là. Et donc, je pense que c'est ce que vous faites, donc j'ai plus vraiment de questions, mais c'était pour, si vous pouvez compléter, si c'est une bonne approche. Prenez le micro, il est sur la table. Oui, je vais rebondir sur ça, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est... Bon, rappelez-vous le bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans savoir. Et moi, souvent, mon message auprès des collectivités, c'est de leur dire, vous êtes en train de faire de l'adaptation sans savoir. Alors qu'ils essayent d'essayer de trouver, de se creuser la tête en disant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qui va s'appeler adaptation, etc. Il y a en fait plein de choses qui sont déjà faites, ou en mouvement, ou en projet, etc., qu'on peut appeler de l'adaptation silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a plein de mouvements qui se font, qui ne sont pas forcément valorisés, qui ne sont pas forcément mis en valeur au premier plan, etc., mais qui rentrent dans cette transformation, dans cette dynamique. Et ça, c'est super important à le souligner, parce qu'il y en a en fait des centaines, et qui sont parfois des micro-actions, qui sont parfois cachées dans d'autres actions, etc. Et donc ça fait partie, on va dire, du discours hyper positif qu'il faut mettre en valeur pour continuer à instaurer cette dynamique. Julien, je vous en prie. Voilà. Et moi, c'est vrai que je rebondirais à ce qui a été dit aussi, c'est qu'il faut vraiment mettre du plaisir dans cette transformation. Et c'est vrai que les citoyens, ou par exemple les entreprises que je réunis depuis maintenant plusieurs années pour faire sortir cette coopérative, et bien voilà, il y a un plaisir qui s'est instauré parce qu'ils croient en ce projet, il y a un projet en commun, ils ont envie d'y croire, et donc du coup ça fédère un groupe, du coup voilà, ça donne une autre dimension que purement la dimension énergétique, de lutter contre le changement climatique, mais c'est aussi des dimensions de solidarité, des dimensions de coopération, et ça c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des leviers qu'on actionne peu, mais je pense qu'il faudrait peut-être, avant d'imaginer des plans de formation sur la planète, peut-être qu'il faudrait se former à l'empathie, peut-être qu'il faudrait effectivement apprendre à mieux se connaître, peut-être qu'il faudrait tout simplement retrouver de la solidarité et du lien, et peut-être qu'il y ait des choses
spontané qui sortirait et qui irait peut-être aussi beaucoup plus vite que ce qu'on peut essayer d'imposer ou de forcer à mettre en œuvre quand il n'y a pas une adhésion adéquate. Alors, question tout en haut, monsieur, vous avez le micro. Merci, bonjour Philippe Dandin, Météo France. Je voudrais dire un mot à Stéphane Labranche d'abord pour lui dire que ces travaux nous intéressent énormément, qu'on a essayé de toucher ces sujets-là dans nos disciplines en ignorant un peu ce que faisaient les collègues en SHS. La question de la relation entre le temps, le climat, le temps qui passe, le temps qu'il fait, le climat, etc. Et je pense qu'on aurait intérêt à se parler. Mais je voulais surtout en fait témoigner. J'ai une fille qui est partie faire des études à Lille, là, récemment, et ma femme est allée à Lille le week-end dernier. Elle a pris un billet d'avion, Toulouse-Lille. Alors moi aussi, je vais poser une question comme Aude tout à l'heure. Dites-moi un prix. 50, 40 euros 30, 35. Bon, allez, je la fais courte. 9,90 € l'aller simple. Aller et retour. Alors à ce prix-là, on a beau être concerné, on a beau être éduqué, on a beau être sensibilisé, on prend l'avion, on fait l'aller-retour parce qu'on n'a pas le loisir ou d'autres options pour faire. Quel est le problème ici? Quel est le problème? Julien va répondre. Tentative de réponse? Non, pas répondre, non, mais je vous rejoins complètement. Ça, c'est un vrai problème. Et quand on regarde l'évolution des budgets des ménages, on se rend compte, par exemple, qu'on dépense beaucoup moins dans l'alimentation qu'il y a 30 ans. Nos agriculteurs en souffrent. Du coup, on n'actionne plus les bons leviers au niveau des pratiques agricoles et on n'a pas les moyens pour vraiment les actionner. Et bien effectivement, ces vols à 9,90 €, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des taxes supplémentaires qui soient affectées justement à des budgets que les ménages sont plus prêts à Surtout que dépenser, le train soit moins cher. parce que malheureusement, on est quand même obligé et on a quand même envie de dépenser plus de l'alimentaire, mais du voyage, du smartphone, de la connexion, je ne sais pas trop quoi. Et il faudrait absolument, effectivement, on parle de solidarité effectivement entre territoires, tout ça, mais il faudrait peut-être parler de solidarité entre dépenses, vous voyez, dans un ménage. Enfin, c'est pas de solidarité, mais de faire en sorte que quand on dépense à un endroit, ça aille aussi à un autre endroit pour justement agir sur ces... Je suis d'accord, Julien, ça c'est l'éclairage vu du côté des ménages. Moi je voulais venir aussi sur le rôle des collectivités, et ça a été un peu évoqué par monsieur David tout à l'heure de EPE. Au sein d'une entreprise, au sein d'une collectivité, il y a des attracteurs, il y a des motivations qui sont diverses. Donc vous avez quelque part des collectivités qui payent le billet d'avion, qui compensent, c'est même moins cher que les taxes d'aéroport. Donc j'avoue que je ne comprends pas comment ça peut être possible, mais ça veut dire que les collectivités ont cette position, peu importe, hein, mais on est ici dans la salle, on travaille sur le développement durable, mais en même temps on travaille sur un acharnement économique massif. Voilà. Catherine, deux mots là-dessus parce que je ne l'ai pas développé trop dans mon intervention, mais c'est le coût du sillon de chemin de fer. En fait, le chemin de fer, le train, qu'on prenne un TER ou qu'on prenne une LGV, on paye comme si on payait des autoroutes en permanence quand on prend une départementale. C'est-à-dire qu'on a financé le train avec nos impôts, on a financé la construction des rails et on refinance encore le fait qu'on fait des kilomètres, ce qui est demandé sur les autoroutes, mais pas demandé sur les départementales. Là, il y a une incohérence dans la politique de l'utilisation des transports et du besoin qu'on a de réduire, nous les Français. La France fait partie, enfin dans toutes les émissions de gaz à effet de serre, les deux gros pôles d'émissions en France, c'est l'habitat et les transports. Donc si on veut vraiment changer quelque chose, il faut qu'il y ait un changement à ce niveau-là et on n'est pas du tout mûr pour le faire. Stéphane, vous réagissez quand vous voulez, mais on prend d'autres questions dans la salle, on en a beaucoup. Oui, alors tout à l'heure je me suis peut-être mal exprimé, j'ai pas eu droit à une réponse, donc je vais essayer de m'exprimer différemment. Donc sur la Terre, il y a des populations qui maîtrisent parfaitement des savoir-être et des savoir-faire qui permettent de s'adapter rapidement, d'être heureux, d'être résilient, tout cela sans conflit, en démocratie, à faible coût. Et du coup, je voudrais savoir si il serait possible de mettre en place des moyens, des actions qui permettent de s'intéresser à ces populations et puis d'accompagner la population française à utiliser ses savoir-faire, ses savoir-être pour accompagner individuellement et collectivement les populations vers ces solutions qui semblent plus efficaces, plus économes, puisqu'elles traitent le problème à la racine. On va demander peut-être à Stéphane Labranche justement. Et s'il n'y a pas ces moyens-là, pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Stéphane.
Ben, si, en fait, ça existe en partie, dans le sens qu'il y a parfois des sociologues comme moi ou même des anthropologues qui vont justement aller voir dans ces populations. Le problème, il est en partie celui de la formation. Moi, j'ai pris aucun cours sur le changement climatique. Hein. Je me suis formé tout seul pendant des années à force de lire et d'appliquer les méthodes plutôt classiques de la socio, avec des entretiens et des sondages, mais de l'appliquer à ce nouveau truc qui émergeait, qui, en 2005, pour les sciences humaines et sociales, était une espèce de monstre qu'on comprenait pas, qui s'appelait le changement climatique. Et donc déjà, ça veut dire que les gens pour aller chercher ces savoir-faire, etc., ben, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables d'aller les chercher derrière. Et là, les chercheurs en SHS sont moins bons, j'avoue. On est en train de rattraper le coup tranquillement, mais c'est long. Les associations sont parfois meilleures, mais ça dépend des associations et pas toujours celles qu'on pense. Parfois, les associations dites écologistes, mais qui sont faites des associations naturalistes, sont très bonnes pour expliquer des fleurs, des plantes, etc., mais pas très bonnes pour expliquer le changement climatique. Mais pour moi, ça me renvoie à un truc un peu plus général. C'est que en France en particulier, on a une approche assez, encadrante de l'action. On pense faire de la politique publique et encadrer tout le monde pour que tout le monde aille dans la bonne direction. Et c'est vrai qu'il y a un usage pour ça, et c'est vrai que parfois il faut être imaginatif dans les politiques publiques. Parfois il faut faire de la contrainte. Parfois il faut simplement encourager et faire en sorte qu'un service existe pour qu'il soit utilisé parce que les gens sont prêts. Parfois il faut être un peu plus, un peu plus discret dans la manière de faire de politique publique. Si vous voulez mettre de la pression sur la voiture, les études montrent que le meilleur moyen, c'est de faire de la pression sur le stationnement. Mais si vous enlevez toutes les places de stationnement comme ça, brutalement, les gens sont pas contents parce qu'ils ont plus de places de parking. Et en plus, les commerces sont pas contents parce qu'ils perdent des clients. Mais si vous remplacez ces places de parking par des petites terrasses en face des restaurants, des cafés, des restos, là, soudainement, ça attire des gens, les clients sont contents et les commerçants aussi. Donc, on réduit toujours le nombre de places de parking, mais on le fait de manière beaucoup plus attirante et séduisante. Mais je pense aussi qu'à force de vouloir tout faire, de tout encadrer, on perd un peu cette vision-là justement de la spontanéité, des actions qui se font tout seuls sans que l'État ou une collectivité soit intégrée ou pas, associée à un projet, et de laisser faire les gens aussi. Il faut qu'il y ait de la place pour de l'initiative et de l'innovation du bas, par le bas, que ce soit des innovations pas seulement technologiques, mais des innovations de vie, des innovations d'activité. Stéphane, Catherine va faire un petit commentaire à ce que vous venez de dire rapidement. Pour reprendre, par rapport à votre question, je crois que pour reprendre le dessin le schéma qui était proposé par notre collègue de l'EPE, on veut avoir faut tendre à avoir une population sobre, heureuse. C'est-à-dire vraiment ceux qui sont heureux d'être sobres. Hein, et ça peut nécessiter effectivement de travailler dès l'éducation maternelle, primaire, de pas envier le machin du voisin, etc. Il y a tout un travail fondamental à faire qui passe par l'éducation et qui est aussi de se faire plaisir. Et je crois que c'était très important d'entendre le témoignage territorial, les gens qui se mettent ensemble et qui se font plaisir parce qu'ils font des choses vertueuses et qui avec de la communication entre eux et de la fraternité, de la bienveillance. Je pense que c'est vraiment important. Je me tourne vers le maître des lieux. Serge, on a encore 5 minutes pour des questions. Allez, question. J'ai une question là. Et après, je passe là-bas. Oui, au milieu ensuite. Oui, merci. Donc, Catherine vient de prononcer un mot qui me semble important, qui est le mot éducation. On n'a pas, ou je crois pas avoir entendu évoquer justement le rôle des enseignants, par exemple, dans la médiation sur le changement climatique. Je crois qu'il y a un travail gigantesque à faire dans ce domaine-là. Et le rôle des journalistes aussi. Exactement. Les médias. C'est exactement le point que je voulais évoquer. Justement, les journalistes ont fait beaucoup de mal à l'époque où ils ont donné de l'écho aux climato-sceptiques il y a une dizaine d'années. Et je crois que il est important effectivement que les journalistes soient mieux informés ou mieux formés aussi par les scientifiques. On voit une évolution là actuellement, et ce dont on parle depuis une demi-heure en témoigne, des scientifiques qui se chargent en fait de faire l'information. Et ça nous renvoie à un propos qui a été tenu tout à l'heure et avec lequel je ne suis pas d'accord sur l'engagement des scientifiques et le militantisme des scientifiques. Pour ma part, je pense que
ce qui fait la force du GIEC, c'est précisément donc le sentiment que c'est un organisme indépendant. Voilà, c'est leur indépendance. Et c'est ensuite, donc il y a une traduction à donner, elle peut être portée par des associations, elle peut être portée éventuellement par des scientifiques, mais pas avec leur casquette de scientifique en tant que militant, mais bien faire la séparation des deux me paraît important. Voilà, donc c'était un commentaire et une question quand même à la journaliste sur comment elle voit, elle, l'évolution. Alors non, alors moi aujourd'hui je suis là de façon très objective. Comment je vois l'évolution du climat ? Non. Au milieu de la salle. Mais c'est vrai que la responsabilité des médias est énorme. On est d'accord. Et si on n'avait pas été scientifique à bord du train, notre crédibilité était parce qu'on était scientifique. Les gens nous le disaient. Ils nous disaient ah mais vous nous racontez. Si vous êtes là et si vous êtes au CNRS ou à l'université ou au CEA ou à l'INRA, c'est parce que votre tutelle vous a donné l'autorisation d'être là. Moi, on m'a posé cette question-là. Mais c'est merveilleux que vous soyez à proximité de nous parce que du coup, on vous croit. Et ce mot croyance, c'est terrible, mais au moins, on a amené des faits. Donc, c'est compliqué, hein, ta question. Moi, je pense qu'on a un rôle aussi à jouer. On a deux questions. Là. Oui, là, je voudrais rebondir ce que dit monsieur Labranche, là, à Grenoble. D'ailleurs, à Grenoble, c'est un centre d'excellence sur l'hydrogène. D'ailleurs, bon, non, je reviens, parce que ça, c'est fondamental. Et simplement, je fais partie d'une petite association, et disons que je voudrais faire revenir, disons, le vécu, parce qu'on se coltine toujours les discussions avec les gens, et on se coltine aussi les discussions très pénibles, qu'on peut avoir des discussions avec des élus, complètement bouchés, généralement, et ça dépend, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ce que dit monsieur Labranche, il faut que ça soit l'exemple, que ça soit quelque chose de concret et pratique pour accrocher les gens. Vous voyez, par exemple, une chose très simple, hein, l'apiculture. À partir de l'apiculture, vous pouvez produire du miel. D'ailleurs, ça devient intéressant. Et en plus, vous regardez la nature d'une autre manière. Vous voyez. Donc, je pense que ce qu'il disait, c'est fondamental. Et c'est pas simplement par des prêchis-prêchats et, disons, l'éducation. Moi, je veux bien. Il y a l'urgence climatique. Vous croyez qu'après, avec l'éducation, dans 30 ou 40 ans, s'ils ont retenu la leçon, ils pourront faire quelque chose, ça sera trop tard. Donc, il y a la possibilité, il faut quelque chose de concret et de pratique. Et moi, c'est pas simplement le plaisir. Ça, c'est un côté consommation qu'on peut discuter. Et malheureusement, il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Ce qui les intéresse, il faut que ça fasse des économies. Si on montre que la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple avec l'hydrogène, on devient totalement indépendant, on n'est pas sucré par toutes les grosses entreprises, à ce moment-là, ils y vont. C'est tout. C'est vrai que la question financière, c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. Monsieur. Oui, sur l'engagement des scientifiques, alors je suis Étienne Journet, chercheur CNRS en agronomie et je suis membre de l'atelier d'écologie politique de Toulouse, donc la Técopole, pour faire court. Et alors sur cette question, bon, ce qui n'a pas été, merci d'avoir présenté l'atelier, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'en fait, au-delà de notre réflexion sur nous-mêmes, sur nos pratiques et l'impact écologique de la recherche, nous sommes aussi motivés très fortement par notre responsabilité sociale vis-à-vis du fait de notre accès privilégié à la connaissance scientifique. Et donc nous sommes une centaine actuellement dans cet atelier de toutes les disciplines et nous nous engageons vraiment pour une interaction avec la société, alors quels que soient les acteurs ou les grands publics, et aussi dans des actions vis-à-vis des acteurs de l'éducation dans le secondaire ou l'éducation populaire. Et les gens apprécient énormément, il y a une très forte demande, ils apprécient énormément qu'on accepte de franchir cette frontière que souvent les scientifiques hésitent à passer, qui est celle de la neutralité, mais ou une forme de pudeur. Alors, en fait, nous ne sommes pas du tout partisans, c'est apartisans, mais nous allons sur le devant et nous exprimons. Donc c'est un peu l'interface citoyen-chercheur, mais les gens apprécient beaucoup ça, et je pense que finalement on constate que c'est pas très difficile en fait de rester neutre et basé sur des faits scientifiques. On applique à nos discours, nos critiques sociétales sur le fonctionnement de la société et divers discours, des fois un peu pervers, la même exigence qu'on applique sur un discours des textes scientifiques. Donc moi je témoigne, je pense que c'est important, il faut le faire parce que les gens le demandent et c'est un peu notre mission, on est payé aussi pour ça. Et je pense qu'il n'y a pas de problème déontologique si on fait attention de ne pas franchir, de ne pas parler vraiment avec trop avec ses tripes et ses convictions politiques.
Et vous avez ce pouvoir, comme me l'a soufflé Catherine, comme ont les journalistes, d'apporter des faits. Et les gens, c'est généralement ce qu'ils veulent, des faits. Y a-t-il... Oui, il y a une question au milieu de la salle. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Thomas Brennig, au nom de l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Je voudrais rebondir sur la question du Toulouse-Lille. Je voudrais reposer la même question, mais combien de tonnes de CO2, d'après l'Amphi? Parce qu'il y avait plein de propositions sur des valeurs économiques. Combien ça représente un aller-retour Toulouse-Lille en termes de CO2? En fait, personne n'a vraiment une idée. Alors, en regardant avec une petite appli, c'est environ 400 kg de CO2. Alors, ma question, c'est, par personne, est-ce qu'on a des outils, des moyens qui nous permettent d'évaluer de façon simple pour pouvoir faire des choix, en fait? C'est-à-dire, combien représente le fait de choisir des travaux mécanisés ou des travaux manuels pour que les entreprises, les collectivités puissent faire des choix plutôt en faveur de solutions adaptées pour limiter leurs émissions. Je me tourne vers ma table ronde. Quelqu'un peut répondre? Jean-Michel? Enfin, moi, je pense que effectivement, donc il y a quelques outils qui ont existé. Moi, je donne mon avis personnel parce que, moi, je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'éléments sur les choix que l'on fait à titre individuel ou à titre collectif par rapport donc à cette question des émissions de gaz carbonique. Et ça passe aussi sûrement par là le fait qu'on fasse des choix éclairés. Et aujourd'hui, donc, c'est plus la vision économique et de l'intérêt que l'on peut avoir à agir. C'est ça qui va conditionner notre décision. Et donc, je pense qu'il y a sûrement une dimension à prendre. Et j'entends le côté plaisir qu'il faut donner sûrement pour agir, mais que ça y contribue peut-être, parce qu'on a plaisir à contribuer à une action collective. Et aujourd'hui, quand on prend l'avion, ou quel autre choix, ou sa voiture, on n'a pas idée de quel est l'impact que peut avoir ce choix individuel. Moi, je pense que c'est un élément important. Ces outils manquent aujourd'hui. Alors peut-être ils existent sur Internet, mais en tout cas, ce qui me paraît évident, c'est qu'ils ne sont pas assez diffusés. Je pense qu'on va arriver au terme de cette table ronde. Peut-être que Stéphane, vous avez une toute dernière chose à nous dire avant qu'on vous laisse en conclusion, très rapidement. Tiens, ouais, ça va merci. Ça renvoie à ce qui vient d'être dit. C'est que, en fait, quand on prend une décision de faire quelque chose, il n'y a jamais deux choix, il n'y a jamais seulement deux facteurs. Et il y a une tonne de facteurs. Dans une famille de 3 personnes, il y a 3 personnes qui veulent avoir un film différent. Comment on choisit le film? Et ensuite, ça dépend de l'âge, ça dépend, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que d'avoir un bilan carbone très précis sur tout ce que je fais, si oui ou non ça marche. Si c'est plus carboné, donc je vais faire autre chose, ça marchera absolument pas. J'en suis convaincu. Simplement parce qu'il y a au moins 10 autres facteurs plus importants pour la personne qui vont être en fait intégrés dans l'analyse de qu'est-ce que je dois faire demain matin en me levant pour le petit-déj. Voilà. Merci. Moi, je voudrais qu'on remercie l'ensemble des intervenants à cette table ronde pour la grande qualité de leur intervention. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci, Stéphane, de vous être rendu disponible depuis Grenoble. Et puis, je laisse la conclusion à Serge, s'il vous plaît, Serge. Oui.